Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce lundi 30 octobre, veille de l'Halloween, pour cet autre lunch immobilier. On salue tous les passionnés. Merci d'être avec nous ce midi. C'est le 144e lunch immobilier présenté pour vous par le club et ses collaborateurs. Partagez et gagnez la chance de gagner un de nos deux prix. Préparez vos questions d'avance et à nouveau ce midi, j'ai la chance de partager l'écran avec Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, salut. L'honneur est partagé, Jean-Pierre. Très content d'être avec toi aussi à ce midi. 140. À chaque fois que j'entends le chiffre, je suis toujours surpris à quel point ça monte, hein? Le nombre d'événements live qu'on a fait au club. Absolument. Ça a commencé en pandémie. Je me souviens, les premiers lunchs, il y avait eu Jacques Lépine qui avait été très percutant. Qui nous avait rassurés, qui nous avait informés, éclairés. Puis après ça, le club a gardé la bonne habitude d'organiser ces lunchs-là le lundi. Donc, on apprécie partager votre repas. Bon appétit. Vous pouvez commencer. On avait eu Christian aussi en début de pandémie. Christian, c'est vrai. Christian, effectivement. Puis ça continue, tous ces effets-là. Hein? Fait qu'on en parle aujourd'hui, évidemment, là, au niveau du taux d'intérêt. Qui est tout débalancé. Ça a tout débalancé notre économie, cet événement-là. Fait que bien content d'entendre encore Christian aujourd'hui. Toujours un sujet d'actualité et c'est sans doute une des raisons pour laquelle vous êtes avec nous. Sans plus attendre, on vous présente notre invité de ce midi. On est bien heureux de le recevoir à nouveau. Monsieur Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial chez PMML. Christian, mot d'introduction de ta part, s'il te plaît. Yes. Merci de m'avoir invité encore une fois. Là, je réalise que finalement, je suis invité à chaque fois qu'il y a des problèmes. La pandémie, les taux qui montent et tout ça. Mais c'est correct, ça fait partie du deal. C'est ça notre travail. En fait, je suis courtier hypothécaire commercial avec PMML. Puis, une de mes passions, c'est sûr, c'est de faire le financement, mais j'aime aussi suivre l'actualité et suivre l'économie pour voir dans quel sens ça s'en va tout ça. C'est de comprendre un peu les rouages derrière tout ça. Mais je ne suis pas un économiste. Des fois, les gens m'appellent et ils pensent que vraiment, j'ai comme toute la science infuse. Je suis plutôt un bon vulgarisateur, je dirais, d'informations. Fait que j'espère aujourd'hui qu'on va pouvoir éclairer les gens sur qu'est-ce qui s'est passé dans le marché, puis comment ça va se représenter pour nous autres dans les prochains mois, je dirais. Là. Tu n'es pas un économiste, mais plusieurs économistes écoutent des gens de terrain comme toi pour en voir un petit peu plus, être éclairés, leur donner un feeling de ce qui se passe aussi. Oui, très possible. De toute façon, on met deux économistes dans une salle, il va ressortir trois opinions différentes. Fait que, voilà. Effectivement. Fait que, ça ressemble à des fiscalistes, hein? On les aime, on choisit souvent ceux qu'on veut entendre. Hein, sur ces temps-ci, on choisit beaucoup. Hey, il va y avoir une baisse de taux. Hey, tel économiste, une baisse de taux, on les prend. Absolument. Good. Sois le bienvenu, Christian. Merci d'être avec nous ce midi. Donc, pour participer au tirage, partagez et indiquez Go, Go, Go en majuscule. Et comme ça, vous allez être admissible à notre tirage tout à l'heure, comme à tous les lundis. On est généreux comme ça. Et cette semaine ne fait pas exception. 100 $ de rabais sur le Boost Camp Duo du 18-19 novembre. Un beau week-end qu'on vous offre au club. Donc, un 100 $ de rabais pour vous aider à vous inscrire. Et par la suite, le deuxième prix, 250 $ de rabais sur la semaine Miami 2023 du 26 novembre au 3 décembre. Il reste encore quelques places. La personne qui gagnera aura un rabais de 250 $. C'est le fun, ça se prend bien. Là-dessus, est-ce qu'on débute les questions du public? À mon avis, il va commencer à en avoir. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça dit de ton côté? Ça s'en vient juste avant la question. Et Maître Richard Damour qui s'est interjecté dans les commentaires. Ami chez Fodago, qu'on salue. Non, mais... il y a juste lui là, on va prendre comme du cash comme réponse. Voilà, j'espère qu'il va enlever son moratoire. Mais si vous voulez, je peux aussi commencer un petit 2-3 minutes juste pour expliquer. La semaine passée, les bases des décisions, ça pourrait peut-être inspirer du monde. Bonne idée, vas-y. Ouais. On va y aller avec des questions, Christian. OK, good. En fait, ce que j'aimerais expliquer, c'est que la Banque du Canada, son outil pour gérer un peu ce qui se passe en ce moment, on cherche à ramener l'inflation
de plus en plus bas, puis on n'arrête pas de mettre ça partout haut et fort, mais c'est pas une mince affaire, là, puis il n'y a pas grand outil pour le faire, puis la politique monétaire de la banque, puis le contrôle de son directeur, c'est ça qui est le meilleur outil. Puis pour ce faire, la Banque du Canada regarde plusieurs éléments, mais il y en a 4 sur lesquels c'est très important qu'ils puissent avoir du jus. Puis ça a été ça un peu le grand défi. Je ne sais pas si vous lisez un peu les articles de la Banque du Canada, mais après une annonce, souvent les articles ont 2 paragraphes et demi, puis that's it, ils expliquent un peu leur décision. La dernière décision, il y a eu comme 5-6 paragraphes. C'est que même si le taux était maintenu, il y avait quelque chose de spécial là-dedans parce que pour une des premières fois, les forces étaient vraiment comme une contre l'autre, dans le sens qu'on a encore de la création d'emplois, on a encore un petit peu, on a encore de la démographie qui augmente, puis en même temps, on a une chance que le produit intérieur brut a baissé parce que tout le monde, pas mal tous les économistes au début du mois, puis on peut le voir avec le CNB, on pourrait même regarder ça s'il y a une question du public par rapport au CNB, mais ils ont pompé là, en octobre au bout, là, comme on a pris 40 points en dedans d'à peu près 2 semaines. Bon, le marché est en train d'anticiper, puis les économistes disaient tous il faut s'attendre à une hausse. Là, tout d'un coup, ça s'est calmé quand le produit intérieur brut a été annoncé qui avait baissé. Puis là, on voyait qu'il y avait un petit contrôle sur l'inflation globale. Mais ce qui est important pour la Banque du Canada, c'est l'inflation fondamentale. Ils regardent ça beaucoup. C'est une inflation qui est sous-jacente à l'inflation générale qu'on connaît, mais qui est importante pour eux. Il y a aussi les attentes des clients sur l'inflation à court terme. Et en ce moment, elle est encore un peu croissante, ce qui veut dire qu'en majorité des entrepreneurs, des hommes, des femmes d'affaires qui ont des entreprises et de la clientèle, ils s'attendent à ce qu'il y ait encore à court terme un peu d'inflation. Dans ce temps-là, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'ils se réfugient dans les obligations? Puis là, pour attirer des nouveaux acheteurs d'obligations, mais ils ont besoin d'augmenter les taux. Fait que c'est cette anticipation-là qui est en place. Puis la stabilisation des prix aussi n'a pas été, c'est pas assez solide. On voit encore des prix qui sont fluctuants. C'est un peu pour ça qu'ils se fient à l'inflation fondamentale, parce qu'une des inflations, c'est, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, c'est qu'on va couper dans le calcul, là, ils appellent ça l'IPC-tron, c'est qu'ils coupent le 20% des produits et des services qui bougent le moins, puis le 20% qui bougent le plus. Comme ça, on garde juste le tronc dans le milieu. Et puis, cette donnée-là ne bouge pas encore assez vers la baisse. Donc, plusieurs données disent il faut être encore plus agressif, puis d'autres données disent il ne faudrait pas trop. Là. Fait que là, maintenant, ils ont accepté d'être au maintien. Donc, il n'y a pas eu de changement. Ça fait du bien à tous nos clients qui ont des hypothèques pour leur maison, leur chalet, leur duplex, triplex, tout ça, qui ont des hypothèques à taux variable. Ça fait du bien. Ceux qui sont en renouvellement, ils savent qu'au moins, ça n'a pas monté d'un autre 25 ou peu importe point. Fait que ça a donné comme un petit répit. Mais reste que c'est ça les bases là, en ce moment là, des décisions. Fait que là, il faut voir. La prochaine annonce, là, on l'a regardé ensemble tantôt, c'est le 6 décembre. Fait que d'ici là, techniquement, si les données restent similaires ou s'améliorent, là, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de changement non plus, mais pas de baisse. On en parlera à la fin. Là. Il y en a qui veulent avoir la boule à cristal. Là, on dira ça à la fin. Excellent. Stay tuned. Yeah. As-tu quelque chose à rajouter, Jean-Pierre? Je regarde au niveau des questions, commentaires. S'il n'y en a pas, on pourrait, Jean-Philippe, sauter dans la mêlée, toi et moi. Quoi qu'on a Mossen, je ne sais pas si tu veux voir, à midi 15. Le Canada est rentré en récession. Oui, ça va prendre. Oui, je ne pense pas si on a un produit intérieur brut qui grossit. Je ne pense pas vraiment, Mossen, qu'on est en récession. On souhaite d'ailleurs, on s'entend de notre côté d'investisseurs immobiliers. C'est un actif souvent qui est contracyclique. Hein, mais les années dernières, on a tout le temps été positif, mais c'est souvent un investissement contracyclique. Fait qu'on a un PIB grossissant, donc on n'est pas en récession à ce niveau-là. Les économistes, quand même, mettons le Québec, on n'a pas eu de croissance là, dans les 2 derniers mois. C'est comme littéralement zéro.
C'est sûr que ce qui nous a blessés, c'est la construction, qui est anémique complètement, qui est en baisse d'une 40%. On a aussi notre domaine des biens puis de la production qui fonctionne pas là, du tout. Ça fait comme à peu près 5-6 mois de fil là, notre production diminue, fait qu'on n'arrive plus vraiment à exporter. Fait que tout ça fait en sorte que certains économistes disent que ça va être assez difficile au début de l'année 2024 de ne pas être en récession. On risque d'y aller, mais contrairement à ce qu'on avait peur au milieu de l'année, ça risque d'être une récession assez légère, relativement courte, qui va être d'un 3-4 mois. Fait qu'on devrait être correct. Contrairement à nos chums américains qui vont probablement s'en sortir pour faire un meilleur atterrissage que nous autres au Canada. Ça, c'est quand même assez surprenant avec leur niveau de dette et tout ça, là, mais reste que... En tout cas, faut se préparer, je dirais, pour le pire. Là. Je pense que, je parlais avec mes collègues ce matin, puis on est comme dans le creux de la vague, je crois. Là. Moi, j'espère, là, pour les prochains 2 mois, là, on est peut-être dans le creux de la vague, puis le futur, moi, je le vois très, très bien. Là, beaucoup plus optimiste qu'il y a 3-4 mois. Là. Est-ce que ça se sent, Christian, dans la confiance des investisseurs? Est-ce qu'il y en a qui disent, bon, ben là, on reste encore sur les lignes de côté, ou il y en a qui disent, malgré tout, j'y vais, j'essaie de profiter du marché, du fait qu'il y a peut-être moins de joueurs, moins d'offres d'achat pour essayer de faire des offres peut-être plus agressives. Est-ce que tu sens que les investisseurs, je présume que certains oui, certains non, mais jusqu'où est le niveau de sensibilité là, des investisseurs envers cette confiance-là? Ouais, là, je dirais que tu as répondu en même temps à la question. Fait que effectivement, c'est oui puis c'est non. Mais il y a une plus grande majorité, je dirais, qui reste un peu sur les lignes de côté. On le voit, on est quand même, dans notre firme PMML, on a beaucoup de courtiers hypothécaires et immobiliers. On est beaucoup à faire des suivis clientèle, puis faire de la prospection, puis parce qu'on veut comme développer aussi, puis on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui disent, écoute, je suis encore dans le marché, j'ai le goût d'être actif, puis en ce moment, je vais me mettre un petit peu, je suis sur les lignes de côté, puis fait mais il y en a qui se mettent toutes sur la table et qui disent, moi, j'y vais, il y a de l'opportunité en ce moment. Puis il y en a des opportunités dans le sens que, à toutes les quelques jours ou semaines, on en a des fois des choses qui tombent sur notre bureau qu'on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'ils ont déniché ça, là? Fait qu'il y a du monde qui sont actifs dans la recherche. Je suis sûr que ça leur prend beaucoup plus de recherche, mais ils arrivent à dénicher l'opportunité, puis wow, c'est juste parfait. Puis ils ont beaucoup moins de compétition, comme tu l'as dit, Jean-Pierre. Fait que il faut avoir un certain liquide aussi parce que les mises de fonds sont solides, mais il y en a qui continuent puis qui bougent. Là. Christian, on parlait de liquide. Est-ce que tu vois, en tant que courtier hypothécaire, plus de balance de vente aussi dans les transactions? Bien, là, on va diviser, mettons, SCHL puis conventionnel. Fait qu'en conventionnel, c'est régulier, effectivement. Tout le monde cherche des façons créatives là, puis je pense que dans l'ordre de tous les aspects de créativité qu'on peut avoir, la balance de vente, c'est définitivement une des premières. Fait que oui. Et puis quand ils sont bien structurés puis qu'ils font pas trop mal au calcul, parce qu'il faut pas oublier que les balances de vente, souvent les gens veulent les utiliser pour soit qu'ils n'ont pas le cash complet ou ils veulent amoindrir l'apport qu'ils vont emmener dans le dossier. Mais si le taux d'intérêt est trop élevé ou que l'amortissement, ils l'ont mis trop court, c'est-à-dire le contrat, ils l'ont mis sur 2 ans, 3 ans, puis on se rend compte que, écoute, même au refinancement, ils n'auront pas refait leur argent. Ça va être un peu troublant pour le prêteur. Fait qu'il faut que les balances de vente soient bien montées. Puis oui, je dirais qu'il y en a plus qu'on en voyait avant. SCHL, par exemple, c'est hyper particulier. Il faut vraiment avoir de l'espace pour pouvoir faire passer une balance de vente avec la SCHL. C'est pas ce qui les excite le plus, je vais vous avouer, surtout en ce moment qui veulent des dossiers faciles. Là. Ouais. Ça n'a jamais été leur fort, hein? Non, pas vraiment. Ils ont des critères assez sévères là, pour faire passer une balance de prix de vente. Fait une bonne balance de prix de vente bien montée quand il y a l'espace. Puis quand je parle qu'il y a l'espace, c'est que pour ceux qui savent ce que c'est les
les ratios de couverture de dette, ben, il faut qu'il y ait de la place pour mettre la balance de vente aussi. Fait que si ça fonctionne, puis aussi un autre critère qui est hyper important pour la SCHL, c'est que le client qui veut une balance de vente de 300 000 doit démontrer que dans ses liquidités, il y a 300 000. Fait que, tu sais, le monde, des fois, il dit, ouais, mais c'est comme contre-productif. Ben, eux autres, la façon de voir, c'est qu'on va te laisser prendre une balance de vente si on sait que tu l'as dans tes actifs, mais que tu ne veux pas utiliser tout de suite tes actifs. Ils peuvent être peut-être, tu sais, ça peut être des actions que tu ne veux pas transiger aujourd'hui, ça peut être quelque chose où il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'actifs dans le portefeuille personnel. Fait que tout ça, ça peut passer, mais il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est à sec, qui veut amener une balance de vente, ben, ça ne passera pas, là, la CHL. Ouais. Vas-y, Jean-Pierre. Écoute, quelques questions qu'on avait préparées aussi d'avance, puis à mon avis, ça trotte dans la tête de plusieurs investisseurs qui nous regardent ce midi. Les fameux take-out, donc les retraits d'équité, lorsqu'on est capable de le faire, souvent avec le programme APH Select, est-ce que sont-ils encore aussi surveillés qu'avant? Il y en a qui disent qu'il y a des institutions qui demandent, en fait, on ne peut pas admettre une dépense passée. Si c'est le cas, ça doit être 6 mois. Certaines acceptent encore 1 an, mais sinon, c'est des dépenses futures, des investissements immobiliers, construction, achat. Donc, notre fameux retrait d'équité dont on disposait comme on voulait par le passé, qui est maintenant plus contrôlé, où est-ce qu'on en est là-dedans, Christian? Bon, ça, c'est définitivement la question à 1000 $. Fait que je n'étais pas sûr qu'il allait la poser. Fait que félicitations, elle est sortie. C'est pas évident, mais ça peut être très clair. Fait que je vais essayer justement de démystifier un peu. Premièrement, les règles de retrait d'équité, là, quand elles sont rentrées là, en force là, au début de la période COVID, il faut comprendre que les taux étaient ultra bas, puis les gens en profitaient pour aller refinancer, mais au maximum. Le marché était parfait pour ça, puis ça sortait des gros montants. Puis à un moment donné, ben, c'est pas compliqué. Là. Faites le visionner d'une façon macroéconomique. Si tout le monde sort tout leur argent, ben, on est en train de mettre le risque sur le parc immobilier québécois, le parc immobilier canadien. Pourquoi? Pour de l'argent qui sort puis s'en irait pour acheter des bateaux, faire des voyages, profiter de la vie, ou peut-être même s'en aller en investissement, en actions, en obligations, tout ça, mais pas dans le marché immobilier. Ce qui veut dire qu'on déplace le risque, puis à un moment donné, ils se sont dit, ben, ça n'a plus de sens, il faut contrôler les retraits d'équité. Puis ça, je trouve que ça a été même si ça a été rough au départ, je pense que c'est une bonne décision qui a été faite, qui a été prise par la SCHL. Maintenant, ce contrôle-là, c'était simple, c'est dès le départ, il disait, ben, il y avait 3 raisons pour retirer l'argent. Puis, évidemment, il faut repayer le prêteur qui est dans son rang, le prêteur de premier rang et ou deuxième rang. Il faut les repayer. Après ça, ben, c'est soit qu'on achetait un immeuble de 2 portes et plus, soit qu'on le rénovait en futur, ou soit qu'on construisait. C'était comme ça que ça fonctionnait. Puis dès le départ, il n'y avait pas de mention qu'on pouvait rembourser un prêteur privé. Ça a tout le temps été barré. On ne pouvait pas récupérer de l'argent pour se repayer ou repayer de l'argent à des investisseurs fait que la seule façon de vraiment retirer l'équité totale, c'est de vendre. Fait que c'est un peu ça les règles de retrait. Maintenant, une chose qui est comme passée un peu, à un moment donné, ils ont été très sévères quand ils ont mis les règles de retrait d'équité, puis ça a duré 3-4 mois. Après ça, ben, ils ont commencé à accepter qu'on rembourse un prêteur privé. Si, mettons, ça avait été fait pour des rénovations ou les rénovations passées qui étaient relativement récentes, ils acceptaient qu'on les paye, tout ça. Fait que c'est ça qui a créé un peu je dirais, de mésentente dans le sens qu'aujourd'hui, ils sont plus sévères. Mais c'est la même règle. Elle n'a pas changé. C'est juste que maintenant, ils se disent, bon, mais c'est fini. Rénovation passée, on ne peut plus les rembourser. Donc, ça ne compte plus dans le retrait d'équité. On ne peut plus rembourser un prêteur privé qui a servi à ça. Puis même un prêteur agréé qui a servi à faire du financement pour de la rénovation.
C'est ça qui a rendu, puis il y a eu une missive dernièrement qui est sortie, un avis en septembre, puis là, ben, ils ont montré un petit peu je dirais les dents jusqu'à un certain point là, pour dire, bon, ben, là, maintenant, ça prend 24 mois après la fin des travaux quand on a fait un prêt qui a servi à ça. Donc, un prêt, même avec un prêteur agréé, comme un prêteur bancaire qu'on connaît, s'il a donné un montant supplémentaire qui a servi à payer des travaux, ben, les prêts et les travaux doivent avoir été terminés depuis 24 mois afin de demander un retrait d'équité qui va être complet, là, qui va pouvoir couvrir la hausse de la nouvelle valeur. C'est un petit peu ça qui est un défi pour surtout les optimisateurs, ceux qui aiment optimiser des immeubles et qui voulaient reprendre leur argent rapidement pour en bâtir un autre, ben, ça vient ralentir un peu, mettons, leur croissance. Donc, je présume que ceux qui veulent moins de problèmes refinancent conventionnel avec les limites qu'on connaît. Oui, puis le mot magique, il est dans ce que tu as dit, les limites. Puis les limites, ben, c'est les taux de qualification qui sont assez élevés. Fait que ceux qui sont en moyens financiers, qui se sont mis liquides pendant cette période un petit peu plus difficile, ben, ils peuvent se permettre cette façon de fonctionner-là. Ils s'en vont, ils font leur travail, puis ils font un financement conventionnel, payent leurs propres travaux. Puis s'ils se financent leurs propres travaux, ben là, à ce moment-là, ben, on a à justifier la hausse des valeurs, là, puis une forme de stabilisation des nouveaux loyers, mais c'est probablement la meilleure voie à venir à faire. Là. Puis s'il y a un prêteur privé, parce qu'il y a des gens, ça a été ça un peu le défi dernièrement, c'est qu'il y a des gens qui ont pris des prêteurs privés pour faire tous ces travaux-là. Ils n'ont pas fait ça pour mal faire, là, ils ont fait ça parce que ça faisait partie de leur modèle d'affaires. Mais là, maintenant, la SCHL ne veut plus rembourser. Aussitôt qu'il y a un prêteur privé, ils ne prendront plus le dossier. Ouais. Jean-Pierre, tu avais l'air de protester. Non, mais c'est fini, ça. Malheureusement, comme ça a fait mal à bien des investisseurs au club. Exact. Mais en fait, ce que je déplore de ça, c'est que c'est tout de suite. Il n'y a pas d'avertissement. En fait, c'est comme si on jouait au Monopoly, puis les règles changent en cours de route. On fait des stratégies, puis après ça. Mais je comprends la vocation de la SCHL. Hein. La vocation, c'est d'offrir un toit à tous les Canadiens, etc. On peut comprendre le principe derrière, mais de changer ça d'un coup. Effectivement. Christian, tu me diras de ton côté PML, parce qu'on a différents échos, on voyait qu'il y en a quand même qui passaient dans les mèches du filet, surtout pour les plus petits prêts. Avez-vous ce feeling-là quand même, qu'il y en a certains qui réussissent à sortir malgré la position la CHL là-dessus? Je vais faire attention dans la réponse. Je vais faire attention dans la réponse parce que en fait, ce qui se passe, c'est que probablement la nouvelle est relativement fraîche. On parle de la mi-septembre, je pense le 13 septembre que l'avis est sorti. Puis on a un lot, il y avait un lot à un moment donné, je pense que c'était monté, si ma mémoire est bonne, je pense que la quantité de dossiers qu'il y avait à la SCHL était autour de 5900 dossiers qui devaient traiter. Tout ça à cause de la fameuse date butoir du 19 juin où est-ce que tout le monde envoyait leur dossier, fait qu'il y avait un surcroît. Et puis là, les délais étaient longs, puis même la SCHL affirmait qu'il allait avoir des délais qui pouvaient monter jusqu'à 5-6 mois. Mais ce n'est pas l'expérience qu'on a eue sur le terrain. Puis là, tout d'un coup, je dirais, depuis 3 semaines, il y a un déblocage majeur que la SCHL a fait. Je ne sais pas quel tour de magie on fait, là, mais on a des dossiers qui sortent à tour de bras. Puis évidemment, les dossiers, là, je fais un petit peu de coq à l'âne là-dedans, là, mais les dossiers qui sont vraiment tough ou qui ont pas rapport là, sont refusés rapidement. C'est aussitôt qu'ils peuvent peser sur le bouton reject, je pense qu'ils le font avec leurs raisons à eux. Là. Je dis pas que c'est pas correct. Là. Je dis juste qu'ils sont moins analysés, ils sortent plus vite. Mais ceux qui sont corrects, qui sont bien montés, puis tout ça, ils passent assez rapidement. Fait que ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de souscripteurs et les souscripteurs aussi vont voir un dossier de leur propre œil. Puis des fois, on nous dit souvent quand on se fait parler par la direction de la SCHL qu'ils donnent beaucoup de latitude
à leurs souscripteurs. Puis c'est ça, il y a peut-être certains dossiers qui passent un petit peu plus vite, puis qu'on aurait pensé qu'on aurait eu un peu de fil à retordre. Et puis, il y en a d'autres où est-ce qu'on pensait que ça allait passer bien, puis on a du fil à retordre. Fait que c'est un petit peu... mais chose certaine, il y a une grosse... Il y a une vitesse qui a été prise à la SCHL qui est très intéressante, là, parce qu'au moins les dossiers sortent, puis les décisions ne sont pas tout le temps identiques, mais je dirais la majorité suivent pas mal le même mot d'ordre. Ben, c'est bien, hein, parce qu'on était à la soirée mensuelle à Montréal ensemble, Christian, puis on parlait de 4 à 5 mois de délai. Là, moi, j'ai soumis un dossier en août. On a tout de suite un souscripteur. Fait que là, on pourrait-tu dire 2 mois? Ça aurait-tu du sens? Je n'irais pas jusqu'à dire 2 mois, mais on a cette expérience-là. Là. Tu sais, je ne voudrais pas généraliser parce que là, plein de monde nous écoute, vont dire OK, c'est rendu 2 mois la SCHL. J'aurais plutôt tendance à parler d'un 10 semaines, 10 à 12 semaines pour préparer le dossier, là, pour préparer le client mentalement. Mais à l'heure actuelle, l'expérience qu'on a, c'est quand même assez rapide. Là. Fait que ça, de ce côté-là, on est content. Puis je pense que je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que le mot d'ordre de la ICHL, c'est qu'ils veulent arriver au temps des fêtes puis s'assurer de ne pas commencer l'année avec un gros retard. Puis c'est pas la première fois qu'on vit ça. Hein. La ICHL, des fois, il y avait un amoncellement, il y a 1 an et demi là aussi de dossiers. Puis là, tout d'un coup, à un moment donné, ça s'est mis à rouler, une fois qu'il y avait assez de gens formés parce qu'il y avait besoin d'engager beaucoup. Je pense que la machine est assez rodée. Super, excellent. Tu voulais-tu rajouter quelque chose, Jean-Pierre? Ben, dans les questions, il y a notre ami. On a beaucoup d'amis ce midi. En fait, tout le monde sont nos amis, mais on reconnaît des gens. Moi, je suis du côté de Québec, soit des gens d'ici, soit des gens avec qui on est allé en semaine des millionnaires, peu importe, qu'on voit à nos soirées mensuelles. Joël Martel, que je salue, sympathique, gaillard, qui, à midi 26, j'essayais de répondre un peu en disant que ceux qui veulent profiter du retrait d'équité pour effectivement améliorer leur vie, comme Joël nous le mentionne, le faisant conventionnel, mais ce que j'en comprends, là, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus vraiment de façon de faire un retrait d'équité SCHL et dire je vais disposer de ce montant-là, de ce 200, 300, 400 000-là pour faire à peu près ce que je veux. Bien, pas pour faire ce qu'on veut. Dans la mesure que ça rentre dans les règles de retrait d'équité, comme on a dit tantôt, construire, rénover ou acheter 2 portes et plus. C'est ça. Là, à ce moment-là, on peut le faire. Puis tu sais, tantôt, dans ta question aussi, j'avais oublié cette partie-là. Tu mentionnais qu'il y a peut-être des endroits où est-ce qu'ils contrôlent plus, des endroits qu'ils ne contrôlent pas. Il y a une parenthèse que je veux faire là-dedans, c'est que oui, c'est vrai, il y a très peu d'institutions financières qui ne contrôlent pas le retrait d'équité. La majorité, eux autres, ce qu'ils vont faire avec le retrait d'équité, c'est que s'il n'est pas justifié au moment du déboursé, ben, ils mettent ça dans un genre de dépôt à terme mensuel avec un petit taux d'intérêt. Puis aussitôt que les gens ont des factures de rénovation ou des fois des soumissions ou une promesse d'achat, ben, ils vont libérer l'argent parce que ça suit la règle de retrait d'équité. Mais je veux faire un bémol pour ceux qui utilisent, mettons, des prêteurs qui ne contrôlent pas le retrait d'équité. Puis le bémol que je veux faire, c'est que ça se peut qu'ils ne contrôlent pas le retrait d'équité, donc on peut faire pas mal de ce qu'on veut avec l'argent, mais ça ne vous enlève pas la responsabilité de respecter la règle d'équité. Puis c'est sûr que d'ici la fin du terme, il va falloir avoir fait quelque chose avec ce montant d'argent-là qui rentre dans les règles, même si on en a fait, au moment du déboursement, on a décidé de faire autre chose. Donc, c'est très important de savoir qu'on a une obligation de le faire. Fait que si ce n'est pas fait au début, il va falloir que ce soit fait éventuellement. Puis, il y a des vérifications qui sont faites, puis les banques, là, il y a 2-3 ans, là, les gens qui ont des renouvellements, qui prennent des financements, on paye tout le temps des frais de révision. Hein. La majorité des prêteurs chargent des frais de révision annuels, puis ça arrivait très souvent que les gens ne se faisaient même pas demander de révision. Là. Il y avait la charge, là, par exemple, mais il n'y avait pas de révision. Mais il y en a presque plus maintenant. Quasiment toutes les banques font des révisions annuelles, puis sont assez à cheval là-dessus, puis ils vont vous demander, éventuellement, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent. Ils demandent les nouveaux rent rolls, ils demandent les nouvelles dépenses, ils veulent savoir où est-ce qu'on est rendu. Ceux qui ont des états financiers vont devoir présenter leur état financier. Ceux qui ont de l'abordabilité, on va devoir remettre à jour quels sont, y a-t-il eu des changements dans l'abordabilité? Fait
moi, j'encourage les investisseurs de se garder un bon système, que ce soit un classeur, un chiffrier Excel, tu sais, pour dire, bon, ben, ça, c'est mes logements abordables, voici les changements que j'ai faits, puis ça, c'est comment j'ai utilisé l'argent, puis dans le même fichier là, ou dans le même dossier, mettre les factures, tout ça, comme ça, la journée que la révision annuelle ou que la révision de quiconque a le droit d'exiger ces justifications-là, ben, on est prêt, puis on ne se fait pas pincer, là. Effectivement, j'en ai reçu, moi, de Desjardins, là. Desjardins qui était relativement relax, entre guillemets. Lousse. Lousse, ouais. Ou est-ce que, on faisait affaire beaucoup avec eux, puis c'était relax. Mais mon Dieu, là, on a reçu la pile. Mais exact. ça me permet, sur le retrait d'équité, je vais juste donner mon opinion personnelle, l'opinion de Jean-Philippe Claude, en fait, où est-ce que l'investisseur immobilier va un peu plus se diriger. Je pense qu'on va avoir une composante accumulation, puis peut-être une composante un petit peu plus revente qu'on l'avait à l'époque. On était toujours habitué d'y aller avec des refinancements. On faisait les refinancements, on grossissait notre équité. Mais pour répondre à Joël, il va peut-être avoir une composante vente qui va un peu plus exister pour profiter de la vie. Fait qu'il va y avoir des refinancements, des rachats, des reventes. Fait qu'il risque d'avoir un petit peu plus de mouvement que juste de l'accumulation dans le futur. Opinion personnelle, après avoir discuté avec plein d'investisseurs, je pense qu'il va y avoir cette rotation-là du fait des nouvelles règles de retrait d'équité et définitivement un ralentissement des refinancements qu'on faisait à toutes les années. Moi, j'en suis un. Ça fait 10 ans que je les fais à toutes les années, ces refinancements-là, mais on se repositionne pour des refinancements sur 2 ans ou sur 5 ans. Donc, il y a définitivement un ralentissement de la prise de valeur, là. Voilà. J'entérine ton opinion personnelle et ton expérience compte pour beaucoup parce que tu es vraiment dans le champ énormément. Puis j'entérine ce que tu dis à 100%. Je le vois moi aussi. J'ai des clients qui me disent, ben écoute, on regarde le portefeuille ensemble. Ils peuvent avoir 7, 8, 10 immeubles. On regarde ce qui est refinançable puis ce qui fait du sens. Puis des fois, ben il y a des clients qui me disent, écoute, qu'est-ce que tu penses si mettons, on vend celui-là ou on vend celui-là? Ben ça, c'est un discours qui est nouveau, là. Maintenant, parce que souvent, les gens, c'est buy and hold, mais maintenant, ils sont en train de penser, ben peut-être je vais vendre lui pour créer une opportunité. Tu sais. C'est toute une question aussi de coût d'opportunité. Un petit peu avoir du cash puis aller trouver quelque chose de plus haut là, dans un marché qui est évolutif comme celui qu'on a là. Ça peut être ça aussi, là. Ou de profiter de l'argent aussi. Tu sais, ça peut être stratégique. Oui, absolument. Parce que quand on fait la vente, Joël, on est libre de faire ce qu'on veut avec. D'en vivre un peu. Malheureusement, c'est notre partenaire silencieux, l'impôt, qui vient en prendre une partie. Mais d'après moi, c'est ça. On va voir un petit peu plus de revente là, où est-ce qu'on avait des investisseurs. Puis savez-vous quoi? Tant mieux pour les investisseurs aussi parce que ça va faire un peu plus de cycle dans le marché. Donc, peut-être plus d'opportunités qui vont se présenter au niveau des reventes. Mais c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses avec toute ta sagesse? Ben, tout ça est bon, absolument. Ça impose de nouveaux comportements. Donc, c'est à nous de nous ajuster, voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut repousser les refinancements, prolonger le prêt hypothécaire d'1 an, 2 ans, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis ensuite, refinancer peut-être quand les conditions de marché seront meilleures. Tout ça existe. Je suis content qu'on l'aille aborder parce que ça revient souvent, cette question-là. On s'en cache pas, on a été quand même gâtés dans les dernières années. Hein. Il y a eu beaucoup de retraits d'équité, puis les gens, ben, effectivement, il y en a qui ont amélioré leur qualité de vie, puis qui en ont profité, puis c'est tant mieux. Mais mettons que c'est plus strict, il faut se faire à cette nouvelle réalité-là. Je veux juste faire du pouce là-dessus, Jean-Pierre. C'est drôle parce que ce matin, on parlait de taux, moi et mon partner, puis il me disait, hey, peux-tu croire, on a tu sais, pour même du 7 millions et plus, on est au-dessus de 5 %. C'est dur de baisser en bas de la barre de 5 % même pour des gros dossiers de même. Puis tu sais, je disais à mon partenaire, j'ai dit, l'affaire, là, c'est qu'on a aussi une habitude maintenant d'avoir vu des taux tellement bas depuis plusieurs années, d'avoir vogué dans de la facilité, d'avoir vogué dans un monde où la construction était, je peux pas dire facile, ça sera jamais facile la construction, mais à un moment donné, les gens rentraient dans la construction
travaillaient un peu là-dessus, ressortaient leur argent au complet, même des fois, ils en ressortaient plus que ce qu'ils avaient mis, tout ça. Ben, on a été habitués à ça pendant les 5, 6 dernières années, avec des taux qu'à un moment donné, on avait signé à 1,7, 1,8 pour des gros dossiers comme ça. Fait que là, on est dans du 5 puis on pense que c'est la fin du monde, mais je pense qu'à un moment donné, on va peut-être se réétablir à quelque chose d'un peu plus bas, je l'espère, mais c'est ça le marché immobilier. Des fois, les taux sont bas pendant un bout de temps, puis à un moment donné, ils se restabilisent. On était anormalement bas. C'est ça qu'on oublie. On se fait vite à l'idée quand on est confortable. Hein? Oui, mais on y va avec quelques petites annonces encore. Écoutez, on vous incite à partager l'événement et à indiquer Go, Go, Go en majuscule des annonces avant nos tirages et avant de poursuivre encore avec quelques questions du public. En virtuel, ce soir, le programme pour les jeunes, donc le 30 octobre, vous avez un neveu, une nièce, un gars, une fille, peu importe, initiation à l'immobilier pour les jeunes. C'est 5 cours de 1h15. Ça commence à 19h15 en ligne. Vous avez tous les détails sur le site du Club d'investisseurs. On dit qu'au Québec, malheureusement, on ne reçoit pas l'éducation financière qu'on mériterait, qu'on aimerait avoir. Ben, voici, le club vient pallier à cette déficience-là. Donc, voilà, belle façon d'enligner vos jeunes vers l'autonomie, l'entrepreneurship et l'investissement immobilier. Super. On poursuit dans nos annonces. À Montréal, le 7 novembre, donc bientôt, la semaine prochaine, Charles Côté qui sera lors de l'événement et il y aura aussi un lancement de livre à la même occasion. Lancement du nouveau livre, Viser l'excellence. Charles y sera, Jacques Lépine, Ray Vincent et Charles va nous parler. On l'a eu à Québec lors de la dernière soirée mensuelle il y a quelques jours. Mercredi de la semaine dernière, comment exploiter son plein potentiel en 2024. Un gars super articulé, un gars terre à terre, un gars droit au but, très apprécié et on le voit par les jeunes. Il est arrivé comme une rockstar à la mensuelle de Québec. Les gens voulaient y toucher, voulaient des selfies, tout ça. Donc, si vous le connaissez moins, vous êtes moins peut-être sur TikTok ou des médias sociaux peut-être orientés un peu plus vers les jeunes, ben belle occasion de découvrir Charles Côté et Jacques Lépine, Ray Vincent, ben ça se passe de présentation, 2 seniors, 2 grandes pointures. Donc, ça, c'est pour notre événement du 7 novembre prochain à Montréal. On poursuit événement à Montréal, le Boost Camp Duo, 2 jours, 18 et 19 novembre prochain. Encore là, belle occasion. Vous n'êtes peut-être pas tout de suite prêt pour le coaching, le programme Élite. Vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez peut-être pas l'argent, peu importe. Quoique l'argent, on dit qu'en suivant le programme Élite, vous allez en attirer beaucoup. 18-19 novembre, un week-end intensif pour vous. Et si vous voulez seulement la journée du 18, c'est le cours IMO 101, qui est le fameux cours de base en immobilier. Formation enseignée à plus de 11 200 investisseurs donnée par Jean-Philippe Claude et Yvan Cournoyer. Donc, vous voulez une des 2 journées, c'est possible pour le samedi 18. On poursuit dans nos annonces pour Miami, comment investir en Floride. Beaucoup d'investisseurs nous disent, j'aimerais ça investir en Floride, par où on commence? Vous avez là la table d'hôte complète sur une formation de plusieurs jours, du 26 novembre au 3 décembre. C'est la 5e édition. On couvre tout, le courtage, les assurances, le financement, la recherche, le côté législatif, comment on fait ça. Donc, si vous êtes sérieux, c'est une semaine qui peut s'avérer ultra payante. Tant qu'à dépenser des dizaines de milliers de dollars dans des erreurs coûteuses à apprendre par vous-même, à écouter Pierre Jean-Jacques, bien là, traitez avec des pros et bloquez cette semaine-là, réservez avec nous, soyez à Miami en compagnie d'experts du club. Et on termine nos annonces avec notre fameuse semaine des millionnaires. Semaine de l'esprit millionnaire, on préfère, du 1er au 8 février. Quelques places ont été rajoutées récemment. Vous pouvez encore vous inscrire. On est le 30 octobre. Moi, on prévoit que dans les prochaines semaines, ça va se remplir. Comme à chaque année, c'est sold out. Donc, encore une fois, ça, c'est une semaine complètement dédiée à l'immobilier en général, le mindset. Vous partagez avec des investisseurs, avec toutes sortes de monde pour
apprendre toutes sortes de trucs. Il y a un côté éducationnel, bien sûr. Il y a des formations, des ateliers, mais tout le côté réseautage, partenariat. Donc, très, très belle semaine. Ça a changé des vies. Je vous dis ça. J'ai aucune rémunération à ce sujet-là. Je vous le dis vraiment sincèrement. C'est vraiment une semaine qui a transformé des gens. 19e édition, Semaine des millionnaires, du 1er au 8 février. Excellent. Jean-Philippe, on retourne aux questions du public. Yes, en fait, il y avait une question, écoute, Simon, qui disait qu'il y avait un budget provincial, mini-budget, 7 novembre. Je ne sais pas, Christian, dans toutes tes connexions, est-ce que tu pensais qu'il y avait quelque chose pour le budget? Est-ce que tu as entendu quelque chose qui se tramait à ce niveau-là? Tu es sur mute, mon cher Christian. Ça se peut-tu? M'entendez-vous? Là, je t'entends. C'est bon. OK. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis sur mute. Oui, ce n'est pas quelque chose nécessairement que je fais des grandes ramifications avec le budget, tout ça. Fait que je ne pourrais pas en parler je ne peux pas vraiment en parler. Il y a une chose, par exemple, que je peux dire, c'est que je pense que non seulement les budgets, mais je pense que les décisions gouvernementales bientôt vont s'orienter, je pense, dans un sens qui va commencer à améliorer le système. Tu sais, on a déjà vu, bon, même c'est un peu controversé, mais il reste qu'on a déjà vu l'enlèvement de la TPS là, au niveau de la construction. Toutes les provinces, à part le Québec, ont aussi enlevé la taxe de vente de leur province. Est-ce qu'on va suivre? On ne le sait pas. Là. Je pense qu'on a un ministre qui n'est pas sûr de ce parti-là, mais il reste que je pense qu'on va avoir des annonces qui vont commencer à favoriser la création de logements. C'est sûr, probablement plus abordable que d'autres choses, mais au moins, ça va ouvrir des portes, puis peut-être alléger notre système. C'est pour ça que tantôt, d'entrée de jeu, j'avais dit, d'après moi, on est dans un creux de vague en ce moment, avec les taux que ça fait un bout de temps qui ont augmenté, avec ces décisions-là de la SCHL qui a été prise dernièrement, d'être un petit peu plus sévère. Et puis, tu sais, tout ça mis en même temps, plus, je pense que ça va amener des nouvelles décisions. C'est pour ça que je vois le futur là, à partir du début de l'année prochaine. Là, je pense qu'on va s'en aller dans le bon sens. Un beau futur, hein, Christian, si je peux rajouter, parce que, tu sais, oui, là, en ce moment, on a un problème de taux. Là. On a un problème de réglementation qui apparaît comme ça au niveau de la SCHL, là, qui est un peu problématique à ce niveau-là, mais le logement, là, mais quelle belle prise de valeur, justement, avec le manque, avec l'offre et la demande, avec les taux, justement. Combien de constructeurs que je connais qui font juste garder les terrains en ce moment? Ils ne veulent pas lever parce que s'ils lèvent, ils construisent, ils sont pris avec un terme 5 ans de taux d'intérêt. Fait qu'ils font du land banking. Fait qu'en plus qu'il nous manque des logements, on retire la couverte. Fait qu'il va y avoir tellement un beau futur pour l'immobilier qui s'en vient dans les prochaines années. C'est juste pour passer cette bulle-là. Oui, exact. Toute vague-là. Tu parlais de construction aussi. Tu sais, nous autres, les courtiers hypothécaires de PMML, on a des rencontres tous les mardis matins. On se parle dans le blanc des yeux, puis on se dit les affaires comme ils doivent être. Là. Il y a quelque chose qu'on a soulevé pas mal en groupe, c'est qu'on s'est rendu compte que le marché en ce moment, c'est beaucoup. On voit qu'il y a un gros manque. Quand on parle de logement abordable, on voit qu'il y a un gros manque là, dans le 900 à 1200, 1300 $. Ça, c'est le gros manque. Après ça, ben, jusqu'à peu près 1008, là, c'est encore bien fonctionnel. Mais tout ce qui est au-dessus de 2000, 2002, 2005, à moins qu'ils soient un produit unique, là, genre sur le bord de l'eau et tout ça, on se rend compte que des fois, on a des clients qui nous rappellent, ils disent ça ne se loue pas aussi vite qu'on pensait. Là, je pensais que ça allait aller plus vite. Tout ça fait que le vraiment haute marge là, est un petit peu plus tough. Là, je ne veux pas lancer une alerte, mais je veux juste dire, je pense que les constructeurs qui s'en viennent là, sur le marché qui disent là, moi, je suis prêt à lever, ben, ils devraient penser à ça, de faire des unités, peut-être les réduire, des 4,5 qui auraient moins de pieds carrés, mais qui seraient dans une braquette que les gens sont prêts à accepter parce que c'est ce qui pousse encore, ce qui drive beaucoup en ce moment, c'est l'immigration. Les nouveaux arrivants qui sont ici, puis il y a encore un petit peu de croissance des loyers, fait qu'il y en a de l'argent, mais de là à dire, hey, je vais aller exposer 2500 $ par mois de mes revenus juste pour ma partie logement, fait qu'ils vont chercher quelque chose qui est un petit peu plus adaptable. Là. Fait que ça, je pense que c'est un pensée-y bien pour nos constructeurs.
Patrick Beaulieu qui ensemble ce que tu dis. Alors, l'avenir, hein, tellement pour moi, j'adore l'avenir de l'usager là-dedans. Parce qu'en plus, l'usager, là, on achète ça à 150 000 la porte, mettons, si on fait une grosse moyenne. Là. 150 000 la porte, on met 50 000 en rénovation, on est à 200 000 la porte, là, avec un beau produit versus un neuf là, qui va chiffrer plus dans le 250, 300, dépendant de la taille. Puis on a un beau produit qui s'adapte bien au marché, fait qu'on va avoir je trouve un bel avenir là, dans l'usager. Et mettez le 50 000 de vos fonds propres, comme ça, ben, on n'a plus de problème au refinancement. Voilà, exactement. Christian. Ben, écoutez, merci. Il est déjà rendu, hein, le temps file en bonne compagnie, 12h51, donc on a défoncé un peu. C'est du bonus pour nos auditeurs, puis tant mieux, on aime mieux en donner plus que moins. Écoutez, on va devoir conclure et on va vous laisser les mots de la fin dans quelques instants. On termine avec nos tirages et juste avant, on vous invite à consulter la boutique en ligne, dis-je, des livres du club vendus à plus de 150 000 exemplaires. On en parle parce qu'on n'est pas très loin du temps des fêtes. Les bons gestionnaires immobiliers planifient leurs choses, comme on l'enseigne, et auront déjà envisagé commander les livres assez rapidement pour les avoir et offrir des cadeaux. À mon avis, le meilleur cadeau qu'on puisse faire pour aider quelqu'un, c'est un livre. N'importe quelle bébelle ou cochonnerie va se retrouver dans un tiroir. Le livre, ben, c'est à vie, puis ça peut avoir des effets très profonds. Donc, on est très fiers de dire qu'on est rendu à plus de 150 000 copies dans la bibliothèque des livres du club. Vous en voyez la panoplie là, sous vos yeux présentement. Et on y va avec nos... Ah oui, formation vedette, l'analyse de rentabilité d'immeubles à revenus. Oui, avec le code, c'est vrai, je ne veux pas oublier ça. L'analyse de rentabilité préenregistrée. Vous voulez la suivre, la fameuse, le cours sur le cruncher. Code promo PMML en vigueur jusqu'à ce soir, 23h59. Vous la voulez en ligne, 25 de rabais. Profitez-en, c'est une des formations les plus populaires au club. Comment on calcule un immeuble? Ouais, mais combien je dois payer pour ça? Bien, vous avez toutes les réponses dans cette formation-là et offerte jusqu'à 23h59 ce soir à 25 de rabais. Code promo PMML. Excellent. On y va avec nos tirages. Encore une fois, 100 $ de rabais sur le Boost Camp Duo 18-19 novembre. Et deuxième prix, 250 $ de rabais sur la semaine Miami du 26 novembre au 3 décembre. On y va avec le sélecteur. Je laisse la technique. Oh, Patrick Normand de Québec. Si c'est le même, qui est bénévole aussi au club, par hasard, gagnant, la vie récompense. Et le deuxième, ou la deuxième, Carl Bélanger, aussi de Québec. Ils vont dire que c'est pipé, mais c'est au hasard. Donc, Carl, qu'on salue. Félicitations à nos deux gagnants et contactez le club là, pour contacter Julie au numéro 450-679-0261 au bureau ou via le site Internet du club pour réclamer votre prix dans clubimmobilier.ca/. Nous joindre. Le mot de la fin vous appartient, messieurs. Jean-Philippe, et on va terminer avec Christian. Oui, en fait, là, j'avais hâte de la boule de cristal à Christian, mais je vais vous faire part d'une petite réflexion comme mot de la fin. Joël qui me fait penser à ça là, au niveau de l'APH Select abordabilité. C'est sûr qu'on est un peu allergique à ça, les propriétaires, là, au niveau de geler des loyers, là, et j'en fais partie définitivement. Mais si jamais vous avez dans votre parc des blocs là, pour les refinancements, que vous ayez en abordabilité, on l'a transféré un peu en vision comme une banque de loyers abordables. C'est-à-dire que quand on fait des nouvelles acquisitions, et on fait des négociations à l'amiable, toujours à l'amiable avec les locataires, toujours. C'est ce qu'on enseigne au club. D'ailleurs, Jean-Pierre, tu dis traiter les locataires comme si c'était votre mère. J'en suis 100% d'accord. Mais quand on a un logement APH qui quitte dans notre parc immobilier, bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à toutes nos autres unités non rénovées la disponibilité de cette unité abordable-là et ça va nous permettre d'en rénover une autre. Donc, on la voit un peu comme un tampon où est-ce qu'on vient transférer des locataires, ce qui nous permet de quand même augmenter la valeur, même si on a
ce loyer abordable qui était gelé là. Je voulais vous en faire je voulais vous partager ça en fait à tout le monde parce que c'est une pensée qu'on a eue dernièrement. Donc, de notre côté, on a flagué nos unités abordables dans notre logiciel de gestion et dès qu'il y en a une qui est libérée, on ne la remet pas sur le marché. On la propose à nos locataires pour pouvoir avoir l'augmentation de valeur quand même à travers une autre unité du marché. Fait que c'était le mot de la fin que je voulais vous partager au niveau de l'abordabilité, si vous en faites. Super intéressant. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et Christian, la parole est à toi avec petite option boule de cristal. Petite option boule de cristal. Ben, en fait, je vais me lancer et moi, je vais vous dire que le 6 décembre, c'est la prochaine annonce. Puis, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment grave dans le monde, c'est sûr qu'il y a des tensions géopolitiques là, en ce moment avec les deux guerres principales qui se promènent. Mais si on n'a pas de gros problèmes d'approvisionnement puis qu'on ne recommence pas à une spirale d'inflation, on ne changera pas. Puis je ne vois plus d'augmentation dans le futur. Pour l'instant. Et puis, si jamais je me trompe, là, appelez mon avocat, Richard Damour, là, il va régler ça. Mais non, sans farce, je pense qu'on s'en va, comme je disais, là, dans un sens plus optimiste. Puis, on devrait commencer à toucher les prochaines baisses, probablement à compter de la fin du deuxième trimestre au début du troisième trimestre de 2024. Parce que l'inflation, là, on est à 3,8 selon la Banque du Canada, puis plusieurs économistes devraient se stabiliser à peu près à 3,4, 3,5 l'an prochain, avec une miniature croissance. Fait que je pense que c'est pas mal ce que j'ai dans ma propre boule de cristal. Puis, ouais. Excellent, c'est sage. C'est ce que j'entends aussi là, de gens crédibles et compétents dont tu fais partie. Que ça s'enligne vers ça, le troisième quart 2024. Ouais. Ça a déjà été devancé, mais là, avec ce qui se passe en ce moment, comme tu dis, le contexte économique et ce qui se passe dans le monde, on serait pas mal là, au troisième trimestre 2024. À suivre, en tout cas. Ça va être à suivre. Merci infiniment, Christian, Jean-Philippe, toujours le fun d'animer avec toi. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, de retour le 6 novembre. J'aurai le plaisir d'être celui qui répondra aux questions-réponses sur la saine gestion de nos immeubles liés au cours Gestion 101 ou l'ABC de la gestion immobilière et au livre qu'on a écrit avec Gilles Laferrière, Yvan Cournoyer, Apprenez à mieux gérer vos immeubles. Là-dessus, on vous souhaite de bons investissements. Merci de nous faire confiance et à très bientôt. Au revoir. Salut.